Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, en plus bref et en image, le nouveau président de la Sierra Leone a été investi ce matin au grand stade de Freetown, stade Siaka Steven. Vous le voyez ici en image, c'est l'arrivée du président de la République, le professeur Alpha Condé, pour l'investiture du nouveau président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio. Plusieurs chefs d'État de la sous-région ont pris part à cette cérémonie. Le professeur Alpha Condé a félicité le nouveau président de la Sierra Leone pour son courage et sa victoire après 2 tentatives manquées. Après Freetown, l'avion présidentiel, tout d'abord aussi à une brève, a atterri à Nzerekore. Une foule à Liesse a réservé un accueil retentissant au chef de l'État à la place des Martyrs. Vous le voyez en image, c'est l'arrivée du président de la République, le professeur Alpha Condé, à l'aéroport de Nzerekore, où une foule à Liesse a réservé un accueil retentissant au chef de l'État. Oui, c'est la revue des troupes. C'était à la place des Martyrs. Demain, le professeur Alpha Condé va présider l'ouverture des travaux de la 4e journée du paysan. On reste dans la région forestière où se tient actuellement la journée du paysan à Nzerekore, à Massanta. Des milliers d'hectares de pépinières vont bientôt se retrouver en milieu paysan. Cette initiative présidentielle d'appui au développement rural vise à assurer la pureté variétale des filières d'exportation très affectées par manque de productivité. Nous retrouvons sur place nos envoyés spéciaux Mohamed Aïcha Silla, Hadia Kamara, Fodi Kamara. À Nzerekore, le fait marquant du week-end reste et demeure la journée du paysan, une grande retrouvaille de plus de 300 acteurs du développement rural. Objectif, jeter un regard rétrospectif sur les acquis, dresser les défis et esquisser de nouvelles perspectives liées à la promotion à grande échelle des cultures d'exportation. Déjà, des pépinières poussent là et là pour promouvoir ces 3 filières, lutter contre la pauvreté en milieu rural et améliorer l'employabilité des jeunes. Sur la route de Lola, à une vingtaine de kilomètres de Nzerekore, la pépinière de Bangueta. Une véritable vitrine d'aménagement agricole qui s'étend à perte de vue. Un laboratoire d'expérimentation du café Robusta et du cacao Mercedes. Ce site est le fruit d'un partenariat public-privé scellé avec la structure Westwind Agriculture. Un partenariat qui offre des opportunités d'insertion socio-professionnelle aux jeunes sortant des instituts agronomiques et des écoles nationales d'agriculture et d'élevage du pays. C'est l'année dernière avec Westwind, on a fait cette réflexion parce que la Guinée forestière a connu beaucoup de départs des jeunes vers la mer. On s'est dit, est-ce qu'il ne serait pas mieux de les installer sur 2 hectares? Donc on a pu installer 111 jeunes sur 222 hectares. Et en ce qui concerne les plans, on a 9 27 000 plans qui seront mis à la disposition des paysans.
Voilà, cette année, pour cette campagne. Pour les 2 sites. Pour les 2 sites. Le plus important, c'est voir maintenant comment s'approprier ce qui est planté ici. Comment s'approprier. C'est le moment pour moi de féliciter le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour cette initiative. Il a raison. En fait, tout part de la terre. Quand on parle de mines, on parle de choses, de plants, de bois. Quand vous réfléchissez bien, tout part de la terre. Et donc le développement part de là. Les producteurs de la Guinée forestière étaient confrontés à la dégénérescence des semences de café et de cacao. Aujourd'hui, comme leurs voisins ivoiriens, ils vont disposer des semences améliorées de cacao Mercedes. Une variété qui est productive dès le 18e mois. Une amélioration de la productivité soutenue par l'initiative présidentielle d'appui au développement rural. Une initiative qui tisse sa toile sur toute l'étendue du territoire national. Les initiatives, la vision du président est claire. Et au vu des différentes pépinières, et quand on prend Bangueta, on prend Seredou, on prend le café arabica en Moyenne-Guinée, je pense que si tout est mis en terre cette année, l'année prochaine, on aura plus de 6 Sogipa en Guinée, toutes zones confondues. Des plantations pour des petits exploitants, des plantations pour les grands, les infrastructures de transformation de traitement. On aura tout ça et je pense qu'au niveau commercialisation, il n'y aura pas de problème. Je salue les initiatives et pour la mise en œuvre, le département va accompagner. Le cacao est une culture à haute valeur ajoutée. Une culture qui sera boostée par le programme présidentiel avec en ligne de mire 10 000 hectares de pépinières à réaliser au niveau des sites de Gweke, Bangueta, Zerekore, de Seredou à Macenta, sans oublier les pépinières villageoises disséminées ça et là. Dans le reste de l'actualité, les patrons des banques africaines viennent d'achever la 6e table ronde sur la politique d'inclusion financière. La rencontre est annuelle, elle vise à trouver des voies et moyens pour simplifier les services bancaires à travers la monétique. Au cours de cette rencontre de Conakry, le gouverneur de la Banque centrale de Guinée a été désigné par ses pairs à la tête de cette institution financière pour un mandat de 2 ans. Maïmouna Bella Diallo. Plus de 100 régulateurs et décideurs des institutions membres de l'AFI, Alliance pour l'inclusion financière, et 13 gouverneurs et vice-gouverneurs de banques centrales ont répondu à ce rendez-vous. Cette rencontre a permis de débattre de plusieurs questions, notamment les transferts de fonds transfrontaliers, le financement des infrastructures pour les PME, notamment les femmes, et l'interopérabilité des services numériques. La rencontre de Conakry vise à poser les jalons d'une inclusion financière élargie et réussie en Afrique. L'inclusion financière, c'est de permettre aux populations qui, depuis des années, ne peuvent pas avoir accès au système financier, de pouvoir bénéficier de ces services et de pouvoir aller vers la banque, être bancarisés, et également pour leur permettre d'avoir accès aux services de microcrédit, aux services de micro-épargne et peut-être plus tard aux services bancaires d'une manière générale. À travers les services numériques, c'est plus facile pour atteindre les cibles, les populations qui n'ont pas de services financiers officiels, par exemple, particulièrement dans les zones rurales. C'est pour cela que l'Afrique devient particulière pour ce succès-là réalisé, parce que beaucoup d'Africains, même dans les lieux les plus reculés, ont non seulement un téléphone qui peuvent pourvoir ces services-là. Après 2 ans à la tête de l'AFPI, Initiative africaine de politique d'inclusion financière, le gouverneur de la Banque centrale du Mozambique, à la suite d'une élection, cède sa place au gouverneur de la Banque centrale de Guinée, qui était jusque-là vice-président de l'institution. La vice-présidence est désormais assurée par le gouverneur de la Tanzanie. Au cours d'un point de presse qui a sanctionné les travaux, le nouveau président a donné de larges informations sur le rôle et les objectifs de l'institution et dégagé ses priorités. Les premiers efforts doivent aller dans le sens de donner un contenu concret à l'étude déjà présentée sur
l'interopérabilité et les transferts transfrontaliers. Toutes ces questions feront l'objet de traitement pendant ces 2 années entre la direction exécutive de l'AFPI et la nouvelle présidence, avec l'appui des bailleurs de fonds. Cette table ronde est la première réunion de l'AFPI, Initiative africaine de politique d'inclusion financière. Cette structure, qui remplace désormais l'AMPI via la téléphonie mobile, est créée en 2009. Depuis cette date, la Guinée est membre de cette institution financière africaine. La prochaine assemblée annuelle de l'AFPI se tiendra en mai 2019 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La deuxième édition du Forum de l'étudiant guinéen a pris fin cette semaine à Conakry. Pendant 3 jours, les acteurs du supérieur ont échangé sur les nouvelles innovations technologiques. Plusieurs universités publiques et privées ont pris part aux assises. La cérémonie de clôture de cette deuxième édition a été présidée par le chef du gouvernement, Francis Collier. Le Forum de l'étudiant guinéen est un espace de débat, de partage d'expériences et d'orientation des élèves et étudiants. Il offre une large opportunité aux institutions d'enseignement et de recherche ainsi qu'aux entreprises de faire connaître leur innovation. Nous avons pensé à la gestion économique de l'électricité dans les foyers. Pour cela, nous avons développé 2 modules. Un premier module, ça c'est interrupteur à infrarouge. Alors là, les parents n'ont besoin seulement que la commande. Alors ils allument l'électricité avec la commande. Ils peuvent encore utiliser la même commande pour éteindre et allumer. Ensuite, il y a l'autre fois notre photo-interrupteur. Alors ce module-là, dès qu'il fait obscurité, automatiquement il dégage la lumière. Durant 3 jours, 9 conférences et 12 ateliers ont été animés dans le but de rendre plus performant le système éducatif guinéen d'une part et d'autre part, outiller les élèves et les étudiants par rapport au choix de leur carrière professionnelle et cela conformément aux futurs besoins du marché de l'emploi. On a posé des questions, comment faire l'orientation parce que la plupart des élèves, après le bac, on a un peu de difficultés. Après le bac, comment faire l'orientation? Donc on nous a bel et bien expliqué. Cette deuxième édition du Forum de l'étudiant a connu la participation de hauts cadres de l'éducation et dirigeants d'entreprises de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Sénégal. Une satisfaction du gouvernement guinéen. En complément au cursus classique des écoles et universités, des centres de recherche et de documentation, que ce forum a été initié par mon département en collaboration avec le département de l'éducation nationale et celui de l'enseignement technique de la formation professionnelle. Ce pour un même objectif, offrir à notre État des ressources humaines de qualité pouvant soutenir durablement notre développement économique et social. La Guinée a besoin de formations de qualité qui répondent à ses objectifs de développement. Pour réussir ce pari, nous devons résolument inscrire cet événement dans la durée, lui donner une régularité qui puisse permettre de capitaliser davantage les acquis et succès des éditions antérieures et récolter les fruits des nombreuses réformes engagées dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. En effet, ce forum ne peut nous être profitable qu'à la seule condition de l'inscrire dans un processus contribuant à l'amélioration continue de nos programmes de formation et de recherche universitaire et de l'accompagnement de nos étudiants et chercheurs. Le Forum de l'étudiant guinéen 2018 a fermé ses portes sur des notes d'espoir avec une partition culturelle riche en couleurs. Des prix ont été accordés à des élèves et étudiants en mathématiques et en littérature. Identifier les acquis et les obstacles des actions de développement, c'est l'objectif de la Journée nationale de consultation initiée par le Centre du commerce international pour le développement. La démarche vise à produire un document de référence pour la planification des projets de développement. Le point avec Bernard Tonguino. Classée parmi les pays en voie de développement, la Guinée bénéficie du programme d'Action Istanbul. Un programme qui vise à accompagner les pays à sortir de la catégorie des pays les moins avancés.
Pour identifier les résultats et les faiblesses de la mise en œuvre de ce programme, une journée nationale de consultation est organisée à Conakry. C'est vraiment un cadre de concertation pour voir un peu la marche que le gouvernement guinéen est en train de prendre pour sortir de sa situation de pauvreté. Cette journée de consultation, pour nous, vise 3 objectifs majeurs. Le premier objectif, c'est de mieux faire connaître le programme d'action d'Istanbul pour les PMA et surtout au niveau de la société civile. C'est pour que cette société civile, en toute connaissance de cause des objectifs du programme d'Istanbul, puisse interpeller à la fois leur gouvernement et également ce qu'on appelle les partenaires au développement sur les engagements qui ont été pris dans le cadre de ce programme d'action d'Istanbul. Les résultats de ces consultations seront soumis au gouvernement, à la société civile et aux partenaires techniques et financiers. Le document devrait aider à mieux planifier les actions de développement. Le plan d'action d'Istanbul s'achève en 2020, c'est-à-dire dans 2 ans et demi. Il appartient au CECID et aux autres ONG internationales et nationales de parler le langage de la vérité à la communauté internationale en vue d'amener les pays les moins avancés à redoubler d'efforts pour sortir de ce statut. Les informations tirées de cette observation seront vulgarisées à l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le combat pour l'atteinte des ODD. Sur financement de la Banque mondiale, le projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier organise une formation à l'intention des cadres du ministère des Transports. L'idée de faciliter l'évacuation des produits miniers et assurer le transport des personnes et de leurs biens. Abdoulaye Diallo. Comment planifier et opérationnaliser les infrastructures ferroviaires? La question intéresse les cadres du service national des chemins de fer de Guinée. Ils renforcent leur capacité en vue d'apporter des solutions aux insuffisances constatées dans la gestion des voies ferrées en Guinée. Il est question de relever les défis liés au développement économique du pays. C'est pourquoi le ministère des Transports a sollicité auprès du projet d'appui à la gouvernance dans le secteur des mines cette formation en planification opérationnelle pour outiller les cadres du secteur des transports à mieux maîtriser la méthodologie et les outils de gestion des projets de construction ferroviaire. Cette formation est l'une des activités programmées dans le plan de travail et du budget annuel 2018 du projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier. Au cours de cette autre rencontre, il est question de faire le point sur l'exécution annuelle de ce plan en vue de tirer les leçons avant la fin du projet prévu pour cette année. La mise en œuvre de ces activités devrait permettre de décaisser plus de 6 millions de dollars en un an, alors que l'expérience du projet en moyenne est de 3 millions par an. Donc l'enjeu est de pouvoir décaisser le double de ce qui a été décaissé au maximum par an. Les résultats obtenus par le PACSEM devraient conditionner la mise en œuvre d'un autre projet sectoriel dont le seul objectif sera d'assurer la transparence dans la gestion de ce secteur promoteur. Déjà, le principe de ce PACSEM a été accepté par la Banque mondiale. Nous avons donc donné à chacun la mission qui lui revient. Les secrétaires généraux, mes différents collègues ont noté les actions qui doivent être menées, qui sont en retard dans les différents ministères, notamment en ce qui concerne la loi ferroviaire, en ce qui concerne les textes d'application des ministères, en ce qui concerne l'appréciation et la mitigation des impacts cumulatifs des différents projets miniers dans la région évoquée. Le défi que se fixent ces membres du comité de pilotage et de suivi, c'est d'améliorer le taux d'exécution du projet dans le but de répondre aux attentes fixées par la Banque mondiale, principal bailleur de fonds du projet.
Espace santé à Dubreka, les populations du quartier de Kirikilan disposent désormais d'une polyclinique moderne de soins pour femmes et enfants, l'œuvre d'un médecin qui se bat à offrir des soins de qualité aux populations locales. Samara Tolno. 16 salles d'hospitalisation et de consultation pour femmes et enfants, un laboratoire, un bloc opératoire à Kirikilan. Cette polyclinique vient renforcer l'offre des services de santé. L'établissement est construit et équipé par cet enseignant-chercheur de santé publique et communautaire. Professeur Mandikader Kondé veut ici continuer à mettre son expérience au service des communautés. Cela après avoir passé 16 ans à l'Organisation mondiale de la santé. Je suis professionnel de santé. Ce que je peux faire le mieux, c'est contribuer à l'amélioration de la santé dans notre pays, et particulièrement ce qui est dans ma possession et que j'essaie de faire au mieux, c'est la santé au niveau des communautés. C'est pour ça que je suis dans une zone aussi reculée que Kirikilan, difficile d'accès, où les populations sont très pauvres. Donc c'est un défi majeur pour moi. Comment faire en sorte que les problèmes de santé soient définis, soient pilotés et soient faits au niveau des communautés et depuis le niveau le plus bas au niveau scientifique le plus élevé. Équipée de matériel de haute qualité, cette polyclinique s'est également dotée d'un personnel qualifié. Pour les populations, c'est une assurance en matière d'accès aux soins de qualité. Parce que où on est là aujourd'hui, on est loin de la route. Si on dit aujourd'hui on a un malade pour envoyer à Donka, on va vous souffrir très bien. C'est pour cela qu'on a encouragé le propriétaire de Simendi Kader Kondé de faire venir ouvrir la polyclinique là. Donc aujourd'hui, on est très content d'ouvrir la polyclinique là. Le conseil d'administration de cette polyclinique a passé en revue les activités menées. Les nouveaux objectifs, c'est toujours dans le même domaine, c'est-à-dire la santé communautaire, et puis la recherche épidémiologique, et puis la formation. Ce sont les 3 objectifs principaux, les grands axes. En plus des soins à assurer aux 8000 habitants de Kirikilan, la polyclinique est un centre de recherche en santé et développement. Un véritable laboratoire pour le professeur Kader Kondé. Le Royaume de Belgique a désormais une ambassade en Guinée. Son ouverture officielle et le lancement des activités de l'Agence belge de développement ont fait l'objet d'une fête à Conakry, un double événement qui marque l'évolution des relations bilatérales entre Conakry et Bruxelles. Mama Sata Kamara. 2 événements majeurs en un. C'est l'objet de ces retrouvailles en ce bel endroit situé à la Minière. Le premier concerne l'ouverture officielle de l'ambassade de Belgique en Guinée. Ce qui n'était jusqu'ici que bureau diplomatique a été transformé le 1er avril dernier par les autorités belges en une ambassade à part entière. Un signal politique entre la Guinée et la Belgique. La décision du rehaussement du bureau diplomatique en ambassade est de nature à renforcer nos liens et également a été motivée par la volonté de la Belgique de mener une politique étrangère intégrée qui accorde une attention égale à toutes ces dimensions. La Belgique participe à la réalisation de beaucoup de projets à travers l'Afrique et le monde. Donc s'ils sont représentés ici, cela veut dire que au lieu que les Guinéens se déplacent pour aller à Dakar ou dans d'autres pays, c'est facile de d'échanger avec les ambassades, voir quels sont les projets qu'on peut réaliser avec la Belgique. Une bonne nouvelle pour les Guinéens désireux de se rendre en Belgique avec un petit bémol. Pour un premier temps, ils devront encore continuer à aller chercher leur visa à Dakar. Le second événement de cette soirée est le lancement des activités de l'Agence belge de développement. Une agence de coordination et d'exécution de la politique belge de développement qui s'aligne sur l'agenda 2030 et sur les objectifs de développement durable. Nous sommes arrivés ici depuis 2 ans quand même maintenant, mais ce n'est que depuis 2018 que nous avons eu la transformation de l'ancien CTB en nouveau Agence belge de développement, Enable, pour alors faciliter et de permettre de la mise en œuvre et la coordination de politiques de développement belge. Le Royaume de Belgique finance la station côtière en République de Guinée. Donc c'est dans le cadre de la coopération technique que nous sommes là. À travers ces 2 événements majeurs, le Royaume de Belgique confirme ainsi son attachement et son intérêt pour la Guinée et les Guinéens.
À présent, l'actualité nationale sous forme de télégramme, quand les agriculteurs apprennent l'utilisation rationnelle des intrants agricoles. Et du côté de Bokeh, l'Institut Jomine s'apprête à mettre près de 500 étudiants sur le marché de l'emploi. Tandis qu'à Conakry, la première édition du Téléthon sur la prise en charge sanitaire des personnes vulnérables sera bientôt lancée. Le condensé avec Younoussa Tawel Kamara, Aboubakar Diaby. Cette conférence débat marque la fin de cycle de ces 430 étudiants de l'Institut des mines et géologie de Bokeh. C'est la promotion Abdoulaye Yoro Baldé, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La conférence est animée par Kémo Touré, l'ancien directeur de la CBG. Le thème porte sur la gestion d'une société minière des bauxites en Guinée. Estimons qu'aujourd'hui, nous avons des compétences, nous formons des gens, des étudiants qui ont les compétences pour pouvoir être employés dans ces entreprises. Et nous avons entrepris beaucoup de démarches envers ces entreprises-là pour leur expliquer les curricula que nous avons et les différentes compétences que nous avons dans la formation des étudiants. Ce camion remorque de 40 pieds est immobilisé jusqu'à nouvel ordre. L'engin lourd a été intercepté dans la circulation à Kaloum alors qu'un mineur était au volant. Aboubakar Sidiki n'a que 15 ans. C'est cet enfant qui a conduit le camion du port Conakry jusqu'à son interpellation en face de la maison centrale. Un comportement répréhensible qui met en colère la police nationale. C'est hier aux environs de 17h30, alors que nous sortions de notre bureau, nous avons constaté qu'un jeune était à bord de ce camion remorque qu'il conduisait. Et tout de suite, nous avons eu à donner des instructions aux agents de la direction régionale de la police afin d'immobiliser ce camion. C'est ce que j'ai fait. Le problème, c'est qu'au moment de son interpellation, il y a ce jeune aussi qui se dit chauffeur, a tout de suite voulu reprendre la direction du camion pour dire que c'est lui le chauffeur, alors que lui-même, à 15 ans déjà, depuis 15 ans, il conduit ce camion. À Cancan, les agriculteurs apprennent l'utilisation rationnelle des intrants agricoles, notamment la pesticide, l'herbicide et l'engrais. La formation est assurée par SAREF International. L'objectif est de permettre aux paysans de Nabaya d'améliorer leur rendement agricole. J'ai décidé de faire une tournée à l'intérieur du pays pour initier, former aux paysans ou aux utilisateurs des pesticides, des intrants agricoles pour mieux protéger leur culture, pour mieux avoir un meilleur rendement et surtout pour protéger la personne. À l'approche du mois saint de Ramadan, le secrétariat général des affaires religieuses et ses partenaires de l'Arabie saoudite s'activent pour assister des fidèles musulmans démunis dans le domaine alimentaire. L'arrivée de cette délégation saoudienne en Guinée s'inscrit dans cette dynamique. Pendant le mois de pénitence, ces Saoudiens offriront des nourritures pour la rupture du jeûne dans certaines mosquées de la capitale et de l'intérieur du pays. Cette volonté s'inscrit en droite ligne de la coopération guinéo-saoudienne entretenue il y a de cela plusieurs années. Elle est venue pour participer et assister aux prières de Ramadan, de Saint-Ramadan, et assister aussi à l'organisation des déjeuners pour les frères musulmans à la mosquée Faisal et quelques mosquées du capital. La GI Ciment va doubler sa production d'ici juillet 2018, passant ainsi de 700 000 tonnes à 1 400 000 tonnes par an, des performances qui visent à satisfaire une demande de plus en plus croissante. Il s'agit pour GI Ciment d'accroître le capital confiance qui fait de lui le leader en Guinée. C'est un public reportage signé Mohamed Lamine Souma.
Depuis sa création il y a 30 ans, le groupe Guinée Industrie est devenu au fil des années un acteur majeur du développement de la Guinée. Avec les travaux d'extension sur son site à Cagbelin, Guinée Industrie Ciment doublera sa capacité de production d'ici fin juillet 2018. En ce qui concerne le ciment, nous occupons à peu près 40% de part de marché. Nous sommes déjà leaders dans les deux domaines. En ciment, actuellement, nous avons une capacité de production annuelle de 750 000 tonnes et nous passons très bientôt à 1 400 000 tonnes. Quand je dis très bientôt, c'est une question de 2 à 3 mois au maximum. Le groupe Guinée Industrie se trouve en Guinée depuis plus de 25 ans aujourd'hui. On a assez d'expérience. La chose la plus importante, nous nous concentrons toujours sur la qualité. C'est ce qui fait la confiance du consommateur guinéen. En Guinée, de grands chantiers du pays tels que les barrages hydroélectriques Kaleta et Soapiti, le pont Kaka à Koya, la construction du port minéralier d'Alufer Bel Air Mining, ainsi que sa base vie au village Koundindé de la préfecture de Bofa, les infrastructures du projet minier SMB dans la préfecture de Boké, le chantier pour la rénovation de l'hôpital national d'Onka, les tours jumelles de l'hôtel Lueli en construction sur le site de Kakimbo et le grand hôtel 5 étoiles Shiraton de Conakry sont autant de grandes réalisations et chantiers en cours qui ont fait confiance au groupe Guinée Industrie Ciment. Aujourd'hui, nous avons à peu près 1100 emplois entre direct et indirect, tout confondu. Avec l'extension qu'on est en train de finir, nous pensons une augmentation d'emplois entre 15 et 20%. Et puis avec les projets qu'on envisage pour les années à venir aussi, c'est un grand souci qu'on a, c'est de créer de l'emploi dans ce pays. Respectueuse des normes environnementales, le groupe est certifié ISO 14001 2015. Les travaux d'extension en cours sur le site de 13 hectares, une fois achevés, GI Ciment comblera la demande nationale de ciment sans cesse croissante en Guinée. Une demande estimée à 1 500 000 tonnes par an. En juillet 2018, le groupe ambitionne à lui seul une production annuelle de 1 400 000 tonnes par an, de quoi pouvoir exporter de la sous-région ouest africaine. Tout un challenge. Le programme accélérateur, le concept est nouveau. Il vise à récompenser les entrepreneurs nationaux qui se sont illustrés au cours de l'année et qui sont en cours d'activité depuis au moins 2 ans. Pour l'édition 2018, 11 viennent d'être couronnés. Cela fait suite à un concours organisé par l'Agence de promotion des investissements privés. Al-Gassi Mouba pour en savoir davantage. Le programme accélérateur est une initiative du chef de l'État qui vise à faire des champions économiques nationaux. Il consiste à identifier des entreprises ayant un potentiel de croissance remarquable. Au compte du concours du prix accélérateur 2018, 129 entreprises ont été nominées. Et sur 69 dossiers de candidature retenus, 11 entrepreneurs ont été distingués comme lauréats. Je suis vraiment émue et encouragée. Ce prix me donne aussi la volonté et le courage d'aller plus pour pouvoir mettre en avant afin que la Guinée se retrouve parmi les 10 destinations incontournables. Les critères de sélection, d'abord, c'est sur le parcours. C'est des gens qui ont commencé avec rien, généralement, sur fonds propres. Ensuite, il y a également l'évolution du chiffre d'affaires. Il y a également le nombre d'emplois créés. Il y a le volume d'investissement réalisé chaque année. Donc, c'était des critères qui voulaient montrer que ces entreprises avaient une bonne santé, à la fois technique, financière et administrative. Le prix du programme accélérateur s'intéresse aux entrepreneurs de nationalité guinéenne en activité depuis au moins 2 ans. Des entreprises dont le chiffre d'affaires atteint au moins 250 millions de francs guinéens. À travers l'Agence de promotion des investissements privés, ces entrepreneurs bénéficient de l'appui du gouvernement. Nous allons faire leur promotion, nous allons les aider dans le montage de leur dossier, dans la mise en relation avec d'autres investisseurs et
aussi les accompagner quand ils ont des projets d'investissement. On les accompagnera pour que les outils financiers disponibles pour la Guinée dans ces programmes de coopération avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux, que ces outils financiers puissent leur être accessibles de manière à pouvoir financer le développement de leurs affaires. Le programme accélérateur a pour but de démontrer la capacité des entrepreneurs guinéens à créer de la richesse dans leur pays. L'initiative s'inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie de développement du secteur privé. L'artiste Sekouba Bambino Diabaté vient d'être nommé ambassadeur de l'UNICEF en Guinée. Sa mission, participer à la sensibilisation pour la protection et l'amélioration des conditions de vie des enfants. Son mandat va durer 3 ans. Fatima Diallo, Salif Silla. À travers cette chanson et bien d'autres, Sekouba Bambino Diabaté a joué sa partition dans la lutte contre les mutilations génitales féminines et la traite des enfants. La musique est pour Bambino un puissant canal de sensibilisation en faveur de la protection des enfants. Un combat qu'il a élevé au rang d'ambassadeur national de l'UNICEF en Guinée. Je suis très ravi que le choix tombe sur moi, puisque d'abord j'ai été enfant. Et donc si je suis choisi aujourd'hui en tant que l'ambassadeur de l'UNICEF, je crois que c'est un grand plaisir pour moi. Et je dirais que je suis prêt à les accompagner. Et je suis vraiment prêt pour les accompagner, pour les enfants de Guinée et pour les enfants du monde. Nous avons assez de défis à relever dans le domaine de l'enfance. Dieu merci, il faut passer par des leaders d'opinion tels que ce Bambino, qui peuvent jouer réellement un grand rôle pour changer la dynamique. Donc, nous avons assez d'enfants qui ont des problèmes de santé, de nutrition, mais aussi en conflit avec la loi, sans oublier ceux qui sont victimes de violences de tous ordres. Cette visite des locaux du siège de l'UNICEF marque le début du mandat de Bambino en tant qu'ambassadeur de l'UNICEF. Il va ainsi se joindre à l'institution et à ses partenaires pour relever le défi de la vaccination et de la scolarisation des enfants. Sa mission est vraiment une mission qui est focalisée sur les droits de l'enfant. Ça va être un peu le porteur, le plaidoyer pour la réalisation de ces droits et être le messager auprès des plus hautes autorités, mais encore plus important auprès des populations elles-mêmes et donc qui peuvent se reconnaître dans les messages qu'il porte. Donc c'est vraiment son rôle, sa mission, et c'est lui aussi qui décide de la façon dont il veut faire et accorder ce mandat, puisque le choix porte non seulement sur la qualité artistique et l'intégrité, mais aussi sur la capacité de prendre des initiatives en faveur des enfants. Cette consécration de Bambino permettra à l'UNICEF d'atteindre un plus grand nombre d'enfants défavorisés pour défendre leurs droits. Dans son combat, l'UNICEF compte user du talent des célébrités pour permettre à tous les enfants de bénéficier des avantages de l'éducation, des soins sanitaires et d'être protégés contre les inégalités sociales. Enfin, la retraite religieuse de Tabouna, préfecture de Kindia, vient de s'achever. La rencontre a duré 2 jours. Un événement placé cette année sous la férule de la première dame, le grand Fidao de Tabouna, a permis aux fidèles musulmans de prier pour la cohésion sociale en Guinée. Ali Badara Kondé. Tabouna, un village sacré situé à 7 km de la commune urbaine de Kindia. Comme chaque année, des milliers de fidèles musulmans venus de la région et d'ailleurs se retrouvent ici une fois dans l'année pour célébrer le Fidao. Organisée par les filles et fils de Tabouna, cette fête religieuse donne l'occasion de lire le Coran et faire des prières pour les participants et la population guinéenne. On dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, et nous sommes à la 7e édition et depuis que nous avons commencé, vous allez remarquer que l'image de Tabouna a changé. Ce n'est pas notre force, mais c'est plutôt l'action que le gouvernement
a pu faire pour nous, les ressortissants de Tabouna. La première dame était là à l'inauguration de cette mosquée et son action, elle a posé des actions positives. Cette année, je suis arrivée ici et ce que j'ai vu vraiment m'a convaincu. Il n'y a que Dieu, il n'y a que le nom de Dieu, il n'y a que la prière, il n'y a que le souhait de paix. Et je souhaite que cette paix règne sur la Guinée. Et je souhaite que tous les fils de Guinée se donnent la main. Je sais que Tabouna rayonne parmi tant de villes et de villages en Guinée. Tabouna, c'est un lieu saint pour Kindia, pour toute la basse Guinée. Et ce n'est pas la première fois que le Coran est lu à Tabouna. Depuis 2010, les fils de Tabouna, de Kindia, se sont réunis pour pouvoir lire le Coran ici. Lire le Coran pour la paix, pour la prospérité de notre pays. Car sans paix, il ne peut pas avoir de développement, il ne peut pas avoir de travail. Tous les programmes du président de la République ne peuvent pas être réalisés si toutefois il n'y a pas la paix. La représentante de la première dame de la République a exhorté ses fidèles musulmans à prier pour le maintien de la paix et de la quiétude sociale en Guinée. On est à Tabouna aujourd'hui sous la haute présidence de la Première Dame. Cette prière est sous la haute présidence de la Première Dame. C'est la troisième fois que la Première Dame envoie une délégation ici pour la prière. Le combat de la Première Dame, vous avez vu, c'est la prière. C'est la prière pour la paix, pour la prospérité et l'unité nationale. Pour le peuple de Guinée. Grâce à l'avènement de la Troisième République, Tabouna bénéficie de plusieurs actions de développement, notamment l'eau potable et l'électricité. Des actions qui permettent aujourd'hui à ce village d'abriter des grands événements comme ces Fidao. C'était tout pour ce soir. Grand était le plaisir pour moi de vous servir. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir. Mm-hmm.